Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Marie-Odile Atanasso, avec elle nous ferons le tour d'horizon des réformes engagées dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Nous reviendrons également sur les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement. Et je suis ce soir avec Imran Issifou de Canal 3 Bénin. Imran, bonsoir. Bonsoir, Prévert Noutéo. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Madame la ministre, on va commencer par l'actualité. Et l'actualité au niveau de l'enseignement supérieur, c'est évidemment les examens nationaux de licence et de master qui suscitent tant de la polémique dans notre pays. Dites-nous pourquoi des examens pour la licence et pour le master au Bénin particulièrement. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une question d'actualité sur laquelle nous sommes depuis quelques jours. Et pourquoi les examens licence et master après le cycle de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur? Nous avons fait le point, l'état de la situation dans les établissements privés. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Beaucoup de dysfonctionnements dus au fait qu'il y a les établissements, certains des établissements ne respectent pas tout ce qui est prévu, c'est-à-dire la création, l'ouverture, l'agrément, l'homologation. Et par rapport à ça, nous avons regardé les tests qui existaient avant nous. Ce ne sont pas des tests qui ont été pris en 2016. Nous avons regardé le décret 2008 du 31 décembre 2008 et le décret 2010 du 11 juin 2010 qui définissent les critères d'ouverture, de création, d'homologation des filières et d'homologation de l'établissement. Nous avons constaté que la plupart des établissements ne respectaient pas les tests en vigueur en République du Bénin. Nous avons tout simplement dit, nous allons appliquer les tests. Le décret 2010 est pris pour les établissements pour lesquels l'État ne fait pas d'examen. Donc, c'est à partir de ces décrets-là que les établissements ont la co-signature. Et lorsque nous avons fait le point de la co-signature, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'établissements qui délivraient, je ne veux pas dire des faux diplômes, des diplômes où les étudiants ne respectaient pas correctement le parcours qu'il faut, c'est-à-dire les 6 semestres, ce qui correspond aux 180 crédits en matière de licence et 200 crédits en matière de master. Et lorsque vous écoutez les chefs d'entreprise par rapport aux produits de ces établissements, on vous dira généralement les gens ne sont pas bien formés, ils sont mal formés. Et nous avons été interpellés aussi par des pays étrangers qui ont écrit, soit pour dénoncer les formations que nous faisons au Bénin. Un pays voisin a écrit pour dire que le Bénin forme des cadres qui déstructurent l'économie de son pays. Nous avons eu en 2017 une autre personnalité qui a écrit pour dire que nous avons permis à un assassin de former des cadres dans notre pays dans le domaine de la santé. Vu toutes ces récriminations et ces dysfonctionnements, nous nous sommes dit, nous allons regarder dans le fond les textes. Que disent les textes? Les textes disent, lorsque vous avez l'autorisation d'ouverture, de création, d'agrément et d'homologation, vous pouvez délivrer des diplômes au même titre que l'État. Mais aucun établissement n'a fait le processus jusqu'au bout. Le processus consiste à dire que lorsque vous avez fait toutes les étapes, l'établissement est déclaré établissement d'utilité publique et pouvant donner le même titre que l'État après l'homologation prise en Conseil des ministres. Évidemment, lorsqu'on crée les universités publiques se créent après décret pris en Conseil des ministres, donc les établissements privés jusque-là sont créés par arrêté ministériel. Or, dans les textes, il est bien dit que pour que l'établissement donne le même titre que le titre que donne l'État, cet établissement-là doit finir son processus, avoir l'homologation qui est une décision prise en Conseil des ministres. Donc, aucun des établissements n'a fait ce processus-là. Et vu la qualité de la formation, nous nous sommes dit, nous allons leur permettre de se mettre aux normes. C'est écrit dans le programme d'action du gouvernement, mettre les établissements d'enseignement privé aux normes. Nous allons les mettre aux normes. Et pour les mettre aux normes, nous leur donnons 3 années de transition. Et par rapport à ça, nous nous sommes dit, nous allons mettre en place les examens nationaux dans les établissements privés pour que les étudiants soient obligés de faire tout le parcours, les 6 semestres, avant de terminer leur formation. Et également que les établissements privés soient obligés de mettre de la qualité dans la formation en leur donnant le minimum qu'il faut.
Et c'est ça qui fait l'objet de tout ce que vous avez pu entendre à la télé, de contestations. Évidemment... Mais comment analysez-vous ces contestations-là? Et je dis généralement quand on est dans le confort, dans un confort qui nous a procuré beaucoup de revenus, beaucoup d'étudiants, c'est un peu difficile de voir que nous sommes obligés de passer par un filtre. Parce que on craint peut-être que les enfants échouent aux examens. On craint peut-être qu'en ayant beaucoup d'échecs, que ces établissements-là, à l'année N+1, n'aient plus beaucoup d'étudiants. Donc derrière ça, moi je pense que la question fondamentale que nous devons nous poser, quelle est la génération que nous laissons pour le développement de ce pays? Je crois que c'est l'une des préoccupations fondamentales du gouvernement. Et lorsque vous regardez le programme d'action du gouvernement et lorsque vous lisez bien le projet de société, il est bien dit que nous devons, compte tenu de l'effectif grandissant des étudiants dans le système public, nous allons effectivement demander aux établissements privés d'accompagner en leur offrant des étudiants à travers des bourses. Mais quel serait le critère de classement si nous n'avons pas un moyen de pouvoir classer ces établissements et leur affecter des étudiants? Alors, Madame la ministre, est-ce que cette mesure d'organisation des examens nationaux est conforme à ce qui se fait dans la sous-région? Vous savez, le système LMD, nous sommes tous rentrés dedans il n'y a pas longtemps. L'année butoir, c'était 2017. Donc, nous sommes tous dans la sous-région au début du système LMD. Et lorsque nous sommes au début du système LMD et que nous constatons que ce système ne nous permet pas d'avoir la qualité de l'homme que nous voulons, nous devons prendre des mesures. C'est comme l'approche par compétence. Et on avait supprimé la dictée. Ça a fait beaucoup de tollé parce que nos enfants n'arrivaient plus à écrire leur nom, n'arrivaient plus à s'exprimer. Mais là, on a remis la dictée pour pouvoir donner ce qu'il faut à l'élève. Je crois que dans le cadre du CCLMD, c'est pratiquement la même chose. Nous avons fait le point et au rythme où nous allons, nous risquons d'avoir une génération mal formée, une génération qui ne peut pas booster la croissance économique. Parce que dans le pilier 2, c'est engager la transformation structurelle de l'économie. Et l'axe 5, améliorer les performances de l'éducation fait partie de ce pays. Ça veut dire que si nous voulons engager de manière structurelle les changements économiques pour la croissance économique, nous devons agir sur l'homme. L'une des récriminations par rapport à cette réforme, c'est qu'on organise des examens nationaux rien que pour le privé. Alors que le Bénin est indivisible, on a des enfants qui vont dans le public, d'autres qui vont dans le privé. Pour un examen national, pourquoi on ne généralise pas et on va seulement l'organiser pour des privés? S'ils lisent bien les textes disent, pour être homologue de l'État, vous devez avoir tout ce processus-là. Il y a des critères qu'on doit contrôler, notamment le corps professoral, il doit avoir 60% de professeurs permanents, il doit avoir des professeurs de rang magistral pour faire des cours, pour être des responsables académiques. Nous avons fait un premier travail à la rentrée, nous avons constaté que la plupart des établissements ne respectaient pas les principes. À partir de cet instant, dans la mesure où le décret 2010 dit que quand vous avez l'homologation, vous pouvez délivrer les diplômes au même titre que l'État, et là, ils ne sont pas homologués. Donc, on ne peut pas leur demander de délivrer des diplômes au même titre que l'État. Donc, c'est tout simplement la mise en application du décret qui a été pris en 2010. Alors, Madame le ministre, vous aviez hérité d'une situation pourrie au niveau des EPS. Alors, est-ce qu'il est bon que l'on continue de laisser les établissements privés de l'enseignement supérieur s'installer sans donner des gages en termes de respect du processus d'homologation? Non, je ne dirais pas. Bon, c'est une situation, dire que c'est pourri, c'est un peu... le mot est trop fort. Le mot est un peu fort. Oui, parce qu'on voit que votre volonté d'assainir oui, nous sommes... Elle est contestée. Non, je sais pas. Je pense que c'est toute réforme incite certainement à des résistances. Je crois que si l'opinion publique comprend, que les parents d'élèves et les étudiants comprennent, tout va se faire naturellement. En fait, nous ne faisons qu'appliquer des dispositions qui existaient. Cela signifie que ceux qui nous ont précédés ont aussi quand même réfléchi à la conduite que les EPS devaient tenir, mais il y a eu un peu de laxisme, aussi bien du côté des établissements privés que du ministère aussi, puisque nous avons continué à
co-signer des diplômes pour des filières même pour lesquelles il n'y avait pas l'homologation. Je pense que, comme nous avons dit, nous avons repris ce dossier en main et tout doucement, l'opinion publique comprendra. Et je crois que même ceux qui actuellement ne sont pas totalement d'accord finiront par comprendre que c'est pour le bien-être de la population, c'est pour le bien de la génération qui vient. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour la génération et pour le pays. Les EPES vous reprochent aussi de faire des examens nationaux sur une période de 3 ans. Pourquoi ça ne peut pas continuer pour longtemps et que c'est rien que sur 3 années seulement et on arrête et on revient pratiquement à l'ancienne formule? Non, on ne revient pas à l'ancienne formule. Si vous lisez le décret 2010, il y a trois niveaux. Il y a l'ouverture, l'agrément et l'homologation. Nous leur laissons 3 ans pour se mettre aux normes et commencer le processus d'homologation. Si nous devons regarder, mettre en œuvre ce décret, ça veut dire que tous les établissements privés d'enseignement supérieur doivent purement et simplement fermer. Nous avons donné 3 ans pour les examens, qui nous considérons comme une période transitoire pour qu'ils puissent se mettre aux normes, pour qu'on respecte les dispositions des différents tests qui existent. Et on suppose qu'avec la volonté, dans 3 ans, ils vont rentrer dans le processus d'homologation. À partir de cet instant-là, nous allons arrêter de faire les examens, mais il n'y aura pas de co-signature. Cela signifie que nous pourrons délivrer des diplômes que ceux qui seront dans le processus d'homologation, ceux qui ne rentreront pas dans le processus d'homologation, seront purement et simplement fermés. Donc, on ne revient pas à la situation de départ. L'État se retire totalement de la co-signature, aussi bien pour les diplômes de licence que de master. Et à partir de 2017, lorsque le premier examen sera fait, les établissements privés d'enseignement supérieur délivreront ou des certificats ou des attestations comme ils le veulent, mais qui porteront le nom certificat de fin de formation niveau Bac+3 de l'établissement X. Ça ne serait plus la licence ni le master. Alors, Madame le ministre, c'est vrai qu'au niveau des EPES, ce n'est forcément pas la cohésion, parce qu'il y a un grand nombre qui approuvent la mesure. Alors, si on doit faire le point en termes d'inscription par rapport à ces examens qui sont prévus pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a une affluence, un engouement? Il y avait 2 situations qui existaient. Les établissements pour lesquels l'État avait la co-signature, c'était 52 établissements. Dans ces établissements, les apprenants de ces établissements, lorsque l'État ouvre des postes pour engager à la fonction publique, pouvaient déposer leur dossier. Sur les 168 qui restent, si on fait la différence 168 moins les 52, tous les enfants de ces établissements ne pouvaient pas déposer de diplôme pour faire un concours d'État. Pour nous, c'est tout simplement une injustice parce que lorsque vous envoyez votre enfant dans un établissement, vous ne savez pas si c'est homologué, non homologué, co-signature. Donc, si nous mettons en place ce dispositif, tout le monde, tous les apprenants, pour les établissements dans lesquels les filières sont homologuées, vont faire l'examen. Cela signifie qu'il y a un plus grand intérêt à faire l'examen pour tout le monde qu'à garder la co-signature pour certains. Actuellement, pour le dépôt des dossiers, je crois que la date limite, c'est le 15 juin. Nous sommes déjà autour de 2000 dossiers déposés. Et je pense qu'avec les jours qui viennent, nous allons en avoir plus. Parce que l'opinion publique commence à comprendre de plus en plus l'intérêt de ces examens-là. Est-ce que les EPES sont impliqués dans le processus d'organisation de ces examens? Vous savez, c'est un exercice qui a démarré même bien avant nous. Il a démarré depuis 2013. Les gens ont déjà commencé par faire les réflexions compte tenu des dysfonctionnements qui étaient observés dans le système. Dès le début, dès que je suis arrivée, nous avons fait l'état des lieux, nous avons regardé les documents. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez la filière communication, homologation communication pour l'établissement X, pour l'établissement Y, l'établissement Z, et chaque établissement avait son homologation. Ce qui fait que quand vous prenez quelqu'un qui est formé en communication chez X, Y, Z, vous n'êtes pas sûr d'avoir le même produit. Et le produit final doit être un produit final que nous voulons pour la vision du développement de notre pays. Ce qui n'a pas été fait jusque-là. Donc, lorsque nous avons
décidé de faire cet examen-là, nous nous sommes dit, ça nous permet aussi d'avoir un produit final commun à tous les établissements qui vont avoir il y aura un minimum commun de formation. C'est ce qui est fait pour ce qui a été fait pour les BTS et c'est ce qui sera fait pour les licences. Je ne sais pas si prévu encore une question par rapport à ça, mais moi je veux bien comprendre dans le cadre de ces examens nationaux que vous organisez à l'endroit de ces établissements, comment se fait-il que jusque-là, on ne connaît pas les matières dans lesquelles les différentes catégories, si je suis en communication, si je suis en marketing, si je suis en ressources humaines, quelles sont les matières? À quel moment allez-vous définir les matières dans lesquelles, ou bien c'est déjà fait, et comment on s'en rend compte qu'on doit composer dans telle ou telle matière quand on est dans telle option? Lorsque vous allez au bac, vous composez dans toutes les matières. Lorsque vous allez au BTS, vous composez dans toutes les matières, même s'il y a des études de cas qui peuvent mettre plusieurs épreuves ensemble. Vous savez, j'ai eu à gérer les BTS quand j'étais directrice adjointe de l'INE. Donc, nous avons des études de cas où on mettait beaucoup de matières ensemble pour faire l'étude de cas. Ce serait pareil pour la licence. Nous n'allons pas dire ils vont composer dans telle matière. Ils vont avoir des épreuves qui sont composées de matières à travers des études de cas. Il y aura la culture générale, il y aura une matière qui sera une matière qui va montrer les aptitudes professionnelles et il y aura des études de cas basées sur la formation. Et par rapport à ça, il y a un regroupement, une harmonisation, comme j'ai dit tantôt par exemple pour la communication, il y a une harmonisation au niveau des filières, du contenu des filières. C'est ce qui a été fait pour les BTS et c'est ce que nous avons fait aussi pour les licences. Ces filières harmonisées, les contenus harmonisés sont disponibles au niveau de la DGES. L'année est pratique. Vous avez dit examen en août. C'est maintenant que tout est harmonisé. Est-ce que ce n'est pas tard pour cette année 2017? Ce n'est pas tard puisqu'ils sont informés depuis 2016 qu'il y aura un examen national. C'est les contestations qui nous ont amenés. Ils ont fait partie de toutes les étapes que nous avons démarrées depuis on a même fait des séances, aux séances de LMD que nous avons fait pour savoir comment mieux gérer LMD par rapport aux grands effectifs, notamment à la flash. Ils étaient là, ils nous ont accompagnés et ils étaient informés qu'il y aura un examen. Mais il était comme d'habitude, l'État prend des décisions, ne les respecte pas. Ils se sont dit peut-être que c'est juste pour la forme. Et nous avons mis en application les recommandations issues d'eux-mêmes. Et ceux qui contestent aujourd'hui, ils ont fait partie des groupes de travail et ils ont signé, nous avons les signatures. Mais lorsqu'ils sont devenus PPS à partir de février 2017, ils ont refusé de participer aux activités. Donc, sinon, individuellement, ils ont été pris en compte. Et puis, je peux donner des noms, je crois que ce n'est pas la peine de les citer ici. Je sais que même pour l'atelier, lorsqu'on était parti pour faire l'atelier sur le LMD, il y a un promoteur qui fait partie des gens qui contestent aujourd'hui, qui était venu la veille et j'ai dit, mais est-ce que vous êtes invité? Non, je ne suis pas invité. J'ai demandé qu'ils soient associés. Donc, ils ont toujours travaillé avec nous, mais je pense qu'il y a d'autres intérêts derrière ces contestations-là, que je ne voudrais pas que ça perdure, parce que ce que nous faisons, c'est aussi bien pour les parents que pour les étudiants et non pour moi, mon intérêt personnel. Alors, madame, on vous présente comme une personne tenace. Pendant combien de temps allez-vous tenir devant PPS et qui, visiblement, n'est pas prêt d'avaler la couleuvre? Oh, je pense qu'ils vont entrer dans les rangs. Je pense, comme je dis, l'éducation relève du pouvoir régalien de l'État. Le privé accompagne l'État. Le privé ne s'impose pas à l'État. Vous allez dans tous les pays, ça se passe comme ça. Il vous oppose le CAMES. Le CAMES est une disposition sous-régionale et qui nous donne, dans le système LMD, ce que nous pouvons faire. Le CAMES accompagne les pays. Le CAMES ne s'impose pas aux pays. Nous rentrons dans le CAMES en respectant les dispositions du CAMES. Mais j'ai bien discuté avec certaines personnalités du CAMES avant de prendre mes dispositions. Si vous constatez dans votre pays que les dispositions, les normes imposées par le CAMES vous créent des problèmes, vous pouvez chercher des moyens pour résoudre vos problèmes internes tout en restant dans les dispositions du CAMES. Donc, je pense que lorsqu'on parle du CAMES,
Et si quelqu'un doit parler du CAMES, je pense que ces établissements-là, la plupart ne devraient pas en parler. Parce que lorsque vous devez avoir l'accréditation du CAMES, vous passez par la structure nationale, ce que la plupart de nos établissements ne respectent pas. Mais quand ils sont dans d'autres pays de la sous-région, ils respectent. Donc cela signifie simplement que nos textes et nos lois sont bafoués en République du Bénin. D'accord. Alors madame, l'une des premières difficultés que vous avez affrontées, c'était cette question de la restructuration de la carte universitaire. Il n'est pas question ici pour nous de revenir sur la polémique, mais c'est de voir les acquis. C'est vrai qu'on est passé de cette université, entre guillemets, à 4 aujourd'hui. Au départ, le gouvernement a mis en avant la question de rationalisation des ressources. Alors, quelle est la nouvelle donne aujourd'hui, Madame le ministre? C'est bon, je constate que les réformes dans l'enseignement supérieur créent beaucoup de bruit, mais je crois que c'est des bruits utiles pour une meilleure compréhension de l'approche. Et on est passé effectivement de 7 universités à 4 universités. Et nous avons conservé la plus vieille université, c'est-à-dire l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons conservé, qui est une université pluridisciplinaire. Nous avons conservé l'université de Parakou, qui est une université aussi pluridisciplinaire. Mais nous avons créé 2 universités thématiques, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et l'Université nationale d'agriculture. Comme vous savez, l'agriculture, c'est notre pilier pour la croissance économique et de plus en plus, et tout le monde se tourne vers l'agriculture pour booster la croissance. Parce que c'est quand vous cultivez, vous avez les produits, vous pouvez transformer, vous passez à l'industrie et vous passez au tertiaire. Et ça, c'est dans la théorie économique, nous avons besoin de développer notre agriculture. Et nous avons créé l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour être en phase avec le développement technologique qui se fait dans le monde. Et si vous savez bien, les pays émergents, les pays asiatiques, se sont basés sur les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour se développer, qui sont des sciences qui donnent des aptitudes aux enfants, aux étudiants. Et ces aptitudes-là leur permettent d'agir sur tous les secteurs de la vie socio-économique et pourquoi pas politique. Donc, c'est des outils qui permettent d'améliorer la performance des autres secteurs. Et comme vous allez entendre, on parle de STEM. Quand il s'agit de l'anglais, on parle de STEAM. Et notre pays aussi est rentré dans cette dynamique-là pour pouvoir avoir des gens bien formés pour booster la croissance économique. C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile pour vous d'imposer, de faire valer aux hommes politiques surtout la réduction des universités. Non seulement vous avez réduit de 7 à 4, vous avez supprimé pratiquement tous les centres universitaires, il y en avait 24. Il n'y a aucune perspective, il n'y a pas à replonger dans la logique de l'ancien gouvernement qui consistait à rapprocher beaucoup plus l'université des apprenants. Nous rapprochons l'université des apprenants lorsque nous avons les moyens de notre politique. Les universités qui étaient créées, ce n'étaient même pas de gros lycées, c'était de grosses écoles qui, sans salle de classe, qui faisaient des cours dans des salles louées, qui faisaient des cours dans des maisons de jeunes. Une université, c'est quand même, à ce niveau-là, on ne peut plus être traité de cette manière-là. Et le rapprochement, le regroupement des universités nous a permis de faire la politique de nos moyens, c'est-à-dire le gouvernement a fait la politique de ses moyens, permettre à ces universités-là d'avoir les équipements qu'il faut, d'avoir le corps professoral qu'il faut, de garantir l'unité nationale et aussi d'utiliser mieux les fonds qui sont disponibles pour l'université. Et ce qui se passait, c'est que vous venez dans une région, faire votre école primaire dans la région, votre secondaire et votre université sans savoir ce qui se passe dans l'autre département. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que le brassage est nécessaire pour que nous ayons l'unité nationale. Nous n'avons pas totalement fini de construire l'État-nation. L'État-nation suppose que d'un département à l'autre, de l'Est à l'Ouest, nous supportons. Mais ces universités-là ont eu comme facteur de commencer à créer des divisions. Nous avons des régions. Les étudiants se regroupaient par région, se reconnaissaient par région et ça peut fragiliser à terme l'unité nationale. Je crois que derrière ce regroupement-là, il y avait d'autres ambitions d'unité nationale qui étaient cachées derrière tout ça.
Alors, Madame le ministre, combien coûte aujourd'hui la nouvelle carte université à l'État? Ça c'est une grande question que vous me posez. Nous avons déjà, au sein de notre ministère, par rapport à l'ambition que nous voulons pour ces universités, eu un accroissement de notre budget d'investissement parce qu'il faut équiper les universités que nous avons construites. Nous sommes passés, nous avons une augmentation de 484% en investissement public pour construire des infrastructures dans les universités. Au niveau de notre ministère, nous avons un budget qui avoisine les 76 milliards. Donc, on est passé, je crois, de 36 à 76. Donc, il y a une volonté pour accompagner et des fonds ont été mis à disposition pour équiper les universités, pour construire les laboratoires, pour appuyer la recherche. Au-delà des fonds qui sont mis à la disposition des ministères, les frais d'inscription au niveau des universités accompagnent aussi le monde universitaire. Parce que l'université, c'est un tout global. Ce n'est pas seulement ce que nous avons dans l'université. Il faut aller aussi questionner les salaires des fonctionnaires. Donc, c'est un gros budget que pour l'enseignement supérieur. Alors, et la réorganisation du système d'allocation des bourses universitaires, qu'est-ce qui a changé à ce niveau? C'est vrai que vous avez également voulu chambouler un peu les choses à ce niveau. Alors, quelle est la nouvelle donne à ce sujet? Moi, je pense que ça, c'est comme l'université, le monde universitaire, il y a la recherche, il y a la formation, il y a les œuvres sociales. Le côté bourse relève du volet œuvres sociales. Nous avons voulu améliorer les conditions de vie des étudiants. Qu'est-ce que nous avons constaté à notre arrivée? Nous avons constaté que les étudiants étaient payés à la fin de l'année. Excusez-moi, j'ai été un peu scandalisée parce que quand j'ai entendu ça, parce que moi j'ai été boursière à l'université. Je n'avais pas mes parents à côté, ils étaient à Savalou, moi j'étais à Cotonou. Il fallait payer le loyer, se donner les moyens de manger, de s'habiller et d'aller au cours. Alors si on devait me payer la bourse à la fin de l'année, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Peut-être que je n'aurais pas pu étudier parce que je serais peut-être être obligée d'avoir un monsieur à côté, ce qui peut freiner mes études et tout ça. Donc j'ai été un peu scandalisée. J'ai dit non, ce n'est pas possible qu'on puisse donner la bourse à la fin de l'année. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on réfléchisse. Nous avons réfléchi, nous sommes passés à la mensualisation de la bourse, c'est-à-dire que les étudiants, nous avons soumis le projet en Conseil des ministres, le chef d'État l'a totalement adopté et a trouvé que c'est une mesure positive pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Donc désormais, les étudiants seront payés par mois comme les fonctionnaires et c'est à ce titre qu'on leur avait demandé d'aller s'inscrire dans les banques pour envoyer leur RIB, leur relevé d'identité bancaire, afin que systématiquement, au niveau du Trésor, leur bourse soit affectée à la fin du mois. Et ça nous a permis, avec le ministère des Finances, de faire le point et d'apurer les bourses de l'année 2013-2014, 2014-2015. Et nous rentrons dans une nouvelle dynamique à partir de la rentrée 2016-2017 parce que le décret sur les bourses a totalement changé. Et par rapport à ça, nous sommes aussi rentrés dans des réformes par rapport aux nouveaux modes de fonctionnement au niveau pédagogique. Quels sont les modes actuels donc, retenus pour la gestion donc, de cette question des bourses? Quels sont les critères et puis le nouveau système que vous avez mis en place? Après le bac, on sélectionnait les étudiants boursiers à travers soit des concours, des examens qui ont été supprimés. Après, on a mis en place un système de sélection au niveau du ministère à partir d'un logiciel adapté qui nous permettait de dégager les meilleurs pour les boursiers à la demande des responsables d'entités, des recteurs. Ils nous demandaient de leur donner tel nombre de boursiers et par rapport à ça, le logiciel pouvait affecter les bourses. Lorsque vous êtes boursier, vous avez la bourse. Il faut passer, lorsque vous passez en deuxième année, quand vous avez la bourse, mais lorsque vous perdez la bourse, il faut que vous passiez en troisième année et avoir une moyenne de 11,51 avant d'être boursier. Donc, ça compliquait aussi l'étude des dossiers. Avec le système LMD, nous donnons les bourses par paquet. Lorsque vous rentrez en première année, vous avez la bourse pour les 3 ans de la licence. Donc, ce qui nous évitait de retarder les dossiers. Donc, quand vous rentrez dans le système, vous avez la bourse systématiquement, sauf
Quand vous doublez, vous la perdez et vous la reprenez l'année qui suit. Évidemment, on ne peut plus se mettre sur la même lancée que ce qui se faisait avant, parce qu'avant, on calculait les moyennes. Mais maintenant, vous avez 83% des crédits, ou 85% ou 80% selon l'établissement, le règlement pédagogique. Vous pouvez passer à l'année N+1 au niveau des semestres. Donc, ce dispositif-là ne nous permettait plus d'attribuer les bourses de la même manière. Donc, nous avons maintenant, les bourses sont attribuées, ce sont selon les cycles, licence, master et doctorat. Ça nous facilite l'octroi des bourses et ça fait partie d'une des réformes que nous avons encore menées pour toujours accompagner les étudiants, pour toujours améliorer leurs conditions de vie. Quand vous avez la bourse, vous la gardez sans avoir, même si je passe de la première année en deuxième année, il y a forcément une moyenne pour continuer à bénéficier de sa bourse, non? Ou bien il suffit non, de passer? c'est comme nous sommes dans le CCLMD, c'est les crédits validés. Donc, vous avez 85% de crédits validés. Vous pouvez passer l'année au troisième semestre. Donc, lorsque vous avez validé vos crédits, que vous passez au troisième semestre, vous continuez d'avoir votre bourse. Mais lorsque vous arrivez quelque part, vous n'avez pas, si c'est 85% qui est retenu dans le règlement pédagogique et que vous avez moins, ça veut dire que vous ne pouvez pas passer à l'année N+1, vous n'avez plus la bourse, quitte à régler, valider les crédits que vous n'avez pas pu. Et lorsque vous avez validé les crédits au cours de l'année qui suit, vous reprenez la bourse. Donc, ça nous évite de chaque fois s'arrêter pour avoir les résultats et de pouvoir continuer. Celui qui rentre et qui n'a pas de problème par rapport à sa validation du nombre de crédits, il n'est pas inquiété, il a la bourse tout le temps sur les 3 ans. Alors, quelle est la situation des bourses des étudiants béninois à l'extérieur? C'est vrai qu'à ce niveau aussi, vous aviez engagé des réformes. C'est vrai que par le passé, c'était un système assez fait de malversation et tout le reste, mais à votre arrivée, vous aviez mis le coup de couteau dans tout ce système-là. Qu'est-ce qui a changé, madame? Je crois que monsieur le journaliste est un peu plus fort que moi, mais bon, j'aime les mots qui ne fâchent pas. Et il y a eu quelques dysfonctionnements. Nous avons constaté effectivement que les bourses sont octroyées, bon, pas toujours de manière transparente, c'est vrai. Et notamment, nous avons fait une réforme fondamentale au niveau de la bourse d'excellence que nous avons tout simplement supprimée et pas arrêté interministériel, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, parce que les boursiers d'excellence reviennent très cher à l'État et la plupart ne rentrent pas après la fin de leur formation et également ils choisissent la filière de leur choix, le pays de leur choix, et ici, il y a un engagement notarié, mais ne rentre pas. Ayant évalué le coût de la formation de ces boursiers, un boursier au Canada coûte à peu près 40 boursiers au niveau national. Nous nous sommes dit, nous devons réorienter ces bourses d'excellence-là. Nous avons d'abord commencé par supprimer la bourse d'excellence. Et ce qui a été mis en place, c'est qu'à la rentrée, à chaque rentrée, nous écrivons au ministère pour demander les besoins en cadre et dans 3 ans, dans 5 ans, suivant le cycle. Et par rapport à ces besoins, ils nous envoient leurs demandes de cadres qui peuvent être formés. Et à ces cadres-là, nous attribuons les bourses, quel que soit le pays où ils veulent être formés. Je peux donner l'exemple de cette année. Nous avons eu un retour du ministère de l'Agriculture qui avait besoin de vétérinaires. Nous avons attribué 10 bourses pour des étudiants pour aller se former au Sénégal. Nous avons le ministère du Commerce qui nous a demandé de former des météorologues 2, niveau 1, niveau licence, 1 niveau master. Nous avons attribué ces bourses-là. C'est-à-dire que les bourses que nous donnons, qui seront des bourses d'excellence, doivent accompagner le développement. Et ce sont des bourses, des besoins identifiés par le pays. Ce n'est plus le besoin identifié par l'individu qui va se former, qui ne revient plus et qui ne fait même plus l'amabilité au pays de venir se donner un peu ce qu'on lui a aussi donné en son temps-là. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faudrait que les parents d'élèves le sachent. Il n'y a plus depuis octobre 2016 de bourses d'excellence systématiques. Les bourses d'excellence sont données en fonction des besoins de l'État. Il y a par exemple le premier du Bénin au baccalauréat qui a été victime, si on peut le dire. Oui. Qu'est-ce qu'il en est, Madame le ministre? Malheureusement,
Il a eu ses résultats en juillet, je crois, 2016. L'arrêté interministériel a été pris en octobre 2016. Ceux qui réussissent au bac de l'année N font leur formalité le premier trimestre de l'année N+1. Ça suppose que lorsqu'il a eu le bac en juillet 2016, il démarre ses formalités d'inscription pendant le premier trimestre de 2017 et généralement, ils partent pour la rentrée de septembre 2017. Bon, il ne s'est pas simplement rapproché du ministère. Bon, il a fait toutes ses formalités, il a eu la préinscription et c'est après ça qu'il s'est rapproché du ministère. Mais c'était un peu trop tard parce que la bourse d'excellence Destination Canada et destination non voulue par l'État était déjà suspendue, ce qu'il ne savait pas. Bon, il nous a dit qu'il n'était pas d'accord parce que le bac a eu lieu avant l'arrêté. Je crois qu'il faut qu'il fasse une bonne lecture. Vous avez le bac en juillet de l'année, vous faites les formalités au premier trimestre de l'année N+1. Donc, la disposition était antérieure à ces formalités-là. Il fallait simplement qu'il se rapproche du ministère. Est-ce que pour quelqu'un qui a été premier pour un examen national comme le bac, ne mérite pas d'avoir l'attention du gouvernement? Est-ce que quelqu'un comme ça, on ne peut pas réorienter les choses, lui permettre quand même d'aller faire ses études à l'extérieur? Pour cette année, c'est un peu tard. Les inscriptions sont bouclées. Nous avons déjà donné les possibilités. On peut peut-être voir son cas de façon spécifique l'année prochaine parce que nous donnons priorité au bac de l'année. Et ça veut dire que l'année prochaine, son bac sera vieux de 2 ans. Nous allons voir de façon spécifique son cas, puisqu'il n'a pas regardé les tests et voir ce qu'on peut faire. S'il choisit une filière qui est demandée par l'État, nous allons peut-être lui donner priorité par rapport au nouveau, s'il le désire. Madame, par rapport à la question, par rapport à la pléthore enregistrée au niveau de la Flash, vous aviez décidé de scinder cette faculté-là en 2. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens pour faire face à cette nouvelle ambition? La scission de la Flash en FLAC, Faculté des lettres, langues, arts et communications, et en FACH, Faculté des sciences humaines et sociales, était nécessaire. Les étudiants de la Flash avoisinent les 50 000, ce qui fait à peu près la moitié de tout le campus d'Abomey-Calavi. Alors, quand ces étudiants veulent composer, toutes les autres facultés étaient obligées d'arrêter la formation. Ça faisait un peu trop. Et par rapport, c'est des réflexions qui ont été faites aussi dans la sous-région à travers le RESAO, qui a demandé que désormais, il vaut mieux scinder les flashs qui sont généralement de gros effectifs dans toute la sous-région. Donc, nous avons respecté un peu cette disposition pour permettre à chaque faculté d'avoir son corps professoral. Lorsque vous avez divisé l'effectif en 2, je suppose, vous devez savoir que quand vous voulez faire la composition, vous n'allez pas mobiliser tous les amphis de campus. Donc, ça leur permet d'avoir leur corps professoral, de faciliter la mutualisation des salles de cours et également leur permettre d'avoir des effectifs plus réduits que ce que nous avions auparavant. Donc, c'est une réforme que nous avons mise en œuvre et je pense que ça marche. Pour le moment, le gros problème, c'est les infrastructures. Évidemment. À partir du moment où c'est une faculté qui a été divisée en 2, et bon, nous avons dû, dans le budget 2017, nous allons équiper une des facultés qui n'a pas vraiment de locaux ni d'équipement. Nous allons le faire, mais nous avons comme ambition, et si les lourdeurs administratives ne nous empêchent pas, d'avoir un domaine où les 2 facultés vont exister avec toutes les infrastructures modernes et dignes de ce nom. Et ce serait le site qui a été choisi, c'est le site de Kouamassé, qui est un centre des réfugiés que nous avons récupéré, qui n'est pas une délocalisation, une création d'un nouveau centre. Et ce site-là était affecté à l'UAC pour installer la FASEG qui n'a pas voulu de l'endroit. Nous avons tout simplement fait que capitaliser l'existant pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Est-ce que la zone est viabilisée, le site de Kouamassé? C'est rentré dans le programme d'action du gouvernement. Tout sera mis en œuvre pour qu'il soit dans les meilleures conditions de travail. Vous avez reconnu vous-même qu'il se pose dans cette réforme-là le problème d'infrastructure. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite?
à ce niveau-là aussi. Est-ce qu'il ne fallait pas construire les infrastructures avant de scinder? Le doyen de la Flash, aujourd'hui scindé en deux, se retrouve dans des locaux exigus, alors que de l'autre côté, il y a, je crois, la nouvelle doyenne qui occupe d'autres bâtiments, d'après nos informations, et c'est des frustrations sur des frustrations. Les locaux étaient exigus avant qu'on ne scinde la Flash. Ce n'est pas nous qui avons rendu les locaux exigus. Ils seront davantage exigus. Non, ça leur a permis de les séparer parce qu'ils étaient tous à l'étroit. Maintenant qu'ils se sont séparés, la doyenne a eu son bâtiment, le doyen a eu son bâtiment. Pourquoi l'ancien n'a pas les nouveaux locaux? Non, pour le moment, on n'a pas encore construit. On se base, on utilise les moyens du moment. Mais ils seront dans de meilleures conditions, je vous le garantis. Dans quelques mois, vous allez me poser la question. Ils n'auraient pas regretté d'avoir scindé la Flash en deux. Et ça, je peux vous l'affirmer parce que j'ai une grande ambition pour la Flash. Alors, Madame le ministre, l'un des projets phares du PAG, Programme d'action du gouvernement, en ce qui concerne votre secteur, c'est la Cité internationale du savoir et de l'innovation. Où en est-on aujourd'hui avec la CIS? Ah, la CIS, c'est un gros projet du gouvernement. Ça tient un gros projet du chef de l'État. Une de ses grandes préoccupations, c'est la réforme phare que nous avons au niveau de notre ministère. Et un projet phare, ce n'est pas ça la réforme, c'est le projet phare. Et c'est la Cité internationale de l'innovation du savoir. Nous voulons une cité où s'allie la formation, la recherche et l'incubation. Et par rapport à ça, c'est-à-dire nous allons y mettre des formations de bonne qualité, aussi bien faites par le secteur public que par le secteur privé, que par les partenaires qui vont s'installer sur la cité, de manière à attirer les apprenants de la sous-région. Et après ça, cette formation sera en même temps accompagnée par la recherche, qui est en bonne place dans le programme d'action du gouvernement. Et cette recherche-là va conduire à des innovations. Et nous allons avoir des start-up, des gens qui vont démarrer des entreprises sur le site et que nous allons accompagner. Et après, à maturité, on va les délocaliser. Cela suppose simplement que nous allons mettre la formation au cœur de la création. Nous allons attirer le monde extérieur et nous allons vendre du savoir. Parce que le Bénin, à partir de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, que nous voulons à la hauteur de la Silicon Valley, même si nos ambitions par rapport à ça doivent être mesurées, nous avons quand même une grande ambition. Nous allons faire de cette cité-là, nous allons permettre au Bénin de redorer son blason, c'est-à-dire le lieu, le pays du savoir. Et nous allons vendre du savoir à la sous-région. Ça va être un facteur de croissance économique également. Vous en avez les moyens? Nous allons y mettre les moyens. Oui, actuellement... Madame, là encore, on est encore à l'étape des études de programme. À quand la phase de démarrage? Bon, c'est surtout l'aspect physique qui pourrait beaucoup plus accrocher nos compatriotes, parce que là, on est encore à l'étape virtuelle. Non, c'est quoi que c'est le virtuel qui va nous conduire au physique. Et si vous êtes ambitieux dans le virtuel, vous voyez grand, vous allez exécuter grand. Nous voyons très grand. Et nous allons, si tout va bien, nous avons identifié le site. Il y a quelques ajustements juridiques à faire. Et nous sommes en train de viabiliser la zone. C'est quelle est la zone qui a été repérée pour ça? Pour le choix, actuellement, nous sommes autour de la zone de Sémé, qui va être, je crois, pas non loin du champ de tir, qui va nous donner à peu près 100 hectares, parce que c'est quand même un grand domaine sur lequel les infrastructures vont s'installer. Donc, toutes les études sont faites. Nous allons commencer les travaux. Oui, je suis autant pressé que vous. J'ai bien envie de voir cette cité sortie de terre. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de choses à faire avant, les études, les cadrages, les curricula de formation, l'identification des partenaires, la viabilisation des zones, la sécurisation de la zone. Je pense avec... Il y a des partenaires qui se bousculent déjà. Beaucoup de partenaires, aussi bien dans la sous-région qu'au niveau international. Beaucoup d'écoles de grande renommée, Sciences Po,
EIMS, beaucoup de structures qui sont pressées de voir cette cité-là mise en place pour accompagner l'ambition, la grande ambition du gouvernement. Ça pourrait coûter combien à peu près en termes de... Je pense que ça doit coûter autour de, si mes souvenirs sont bons, 250 milliards. 250 milliards. Oui, actuellement, nous avons pour les études, la viabilisation, l'identification, nous avons pour notre budget 2017, nous avons déjà au moins 16 milliards qui vont être consommés déjà bientôt. Donc, l'ambition, il faut l'accompagner. Nous demandons à toute la population d'accompagner cette grande ambition du gouvernement. Et je pense qu'avec, si nous avons accès à la terre, ce qu'il faut, le Bénin va étonner le monde. Vous avez aussi un projet, l'Agence béninoise de la recherche et de l'innovation. De quoi s'agit-il? L'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation, comme j'ai dit, certains pensent que quand vous lisez le condensé du PAG, on nous a reproché de n'avoir pas mis la recherche. Quand vous lisez... La recherche, c'est souvent le parent pauvre quand même. Non, pas du tout. Et je crois que c'est l'un des gouvernements qui a mis l'accent sur la recherche. Et quand vous lisez le vrai volume détaillé, vous allez voir que la recherche est en bonne place. Et la place que nous voulons à la recherche, c'est d'abord d'équiper nos infrastructures, nos labos de formation, le laboratoire de la formation. Nous avons commencé à le faire à partir de l'exercice 2016. Nous avons finalisé les laboratoires qui existaient. Nous allons les équiper très bientôt. Les besoins ont été identifiés auprès des recteurs. Nous allons accompagner la recherche et par rapport à ça, nous nous sommes dit, nous allons revoir le système de recherche au Bénin. Actuellement, la recherche est dispersée déjà au niveau du ministère dans 4 directions. La Direction nationale de la recherche et de l'innovation, le Centre béninois pour la recherche et l'innovation, le Fonds national pour la recherche et l'innovation et la technologie et l'Agence béninoise pour la valorisation des résultats de recherche. Ou des soucis de rationalisation, si nous c'est allons intéressant de fusionner, voilà. tout ça en une Je grosse pense structure. que vous avez vu juste, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre tout le monde ensemble, partie de la politique, de la recherche et de la valorisation de la recherche. Nous avons mis en place une équipe qui travaille depuis 2016 et qui travaille vraiment d'arrache-pied pour que l'ABRI, l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation, soit conçue. Et après, nous allons mobiliser les fonds pour ce financement. Ça se passe dans les autres pays. Je ne vois pas pourquoi notre pays ne réussirait pas. Alors, Madame le ministre, vous aviez également travaillé à mettre en place une nouvelle procédure de recrutement des enseignants du supérieur. Qu'en est-il concrètement? La procédure n'est pas encore bouclée. Nous avons discuté avec tous les recteurs des 4 universités pour leur expliquer notre ambition de faire un recrutement des enseignants et des assistants dans la plus grande transparence. Ils ont, même si tout le monde n'est pas d'accord, ils ont quand même compris l'approche. Parce qu'à ce niveau-là, il faut le reconnaître, le dysfonctionnement n'est pas seulement au niveau du privé, hein, c'est aussi au niveau du public. Nous avons constaté qu'il y a des dysfonctionnements et nous voulons améliorer le mode de recrutement en donnant l'accent sur la compétence des candidats. Nous allons respecter ce qui se faisait, c'est-à-dire dépôt des dossiers au niveau des conseils sectoriels, conseil sélectionné, après conseil scientifique de l'université. Et après, nous allons instaurer une ou deux étapes pour nous permettre de garantir la compétence de celui qui sera retenu. Le processus n'est pas encore bouclé. Nous avons mis en place une commission composée des recteurs ou de leurs représentants pour nous dire les étapes pour nous permettre de faire le pont de qualité. Parce que, comme vous le savez, hein, on est des humains. Et on fait quelques arrangements pour des parents, pour des amis, pour des enfants de parents, des enfants d'amis. Mais on voudrait que ce ne soit plus désormais ça. Parce que, comme je dis, hein, engager la transformation structurelle de l'économie, c'est fondamental que c'est le capital humain qui doit améliorer la croissance économique. Parce qu'on parle de structure, hein, de façon structurelle, c'est-à-dire dans le temps, dans la durée. C'est le capital humain. L'accent doit être mis sur le capital humain. Donc, nous nous sommes dit aussi à ce niveau, nous allons apporter quelques améliorations pour mettre tout le monde à l'aise. Parce qu'il y a des gens qui ont la compétence,
mais qui n'ont peut-être pas de parents, mais qui ne sont pas recrutés. Nous allons permettre à tout le monde de valoriser la compétence et également à ce niveau, nous allons assurer l'équité et la justice sociale. On va parler de l'amélioration de la qualité des prestations des œuvres sociales. Parce que là, c'est un sujet fondamental sur les différents campus universitaires. La qualité de la restauration, l'hébergement, le transport, ça existe. Oui, vous touchez. C'est des questions qui fâchent quand même au niveau des universités du Bénin. Oui, bon, on a constaté que l'État n'a plus les moyens de s'occuper de tout ça. Actuellement, nous avons, si mes souvenirs sont bons, 8 bus et 7 fonctionnels. La plupart sont au garage, pour un effectif de peut-être 100 000 étudiants. Vous avez peut-être, on donne des repas, peut-être 500 personnes par jour. Et depuis que vous êtes là, vous en avez acheté combien de bus pour le On n'en a pas encore acheté. Nous sommes arrivés, ça il faut que je dise à la population, nous sommes arrivés en avril 2016. En avril 2016, le budget 2016 est bouclé, avec l'ambition de l'autre gouvernement. Ouais. Le budget 2016, le cycle budgétaire 2016 commence en mars 2015. Donc, on n'est pas du tout là. Donc, nous ne pourrons pas faire quelque chose en 2016. Mais par contre, en 2017, où nous avons commencé, bien que le cycle budgétaire ait commencé avant nous, nous avons essayé de voir comment on peut améliorer ces conditions-là. Et par rapport à une des réformes que nous voulons faire, c'est aussi de permettre au secteur privé d'accompagner ces différentes œuvres sociales, c'est-à-dire permettre au privé d'accompagner dans la restauration, dans l'hébergement et dans le transport. Ça va faciliter la vie aux étudiants. C'est vrai, dès qu'on parle du privé, on ne voit que le profit. La conséquence, c'est que tout devient cher pour l'étudiant qui n'avait pas les moyens. Le transport ne sera plus au même prix, la restauration non plus, et peut-être aussi l'hébergement. Tout ça aura un coût quand on confie à un privé. Il y aura un coût, mais lorsque nous sommes dans le système éducatif, c'est des systèmes qui ne sont pas rentables tout de suite, mais dans lesquels l'État est obligé, le système qui n'est pas rentable tout de suite, mais dans lequel l'État est obligé de faire des efforts. Lorsque la décision sera prise, l'État peut accompagner ces privés-là. C'est ça les subventions. On peut donner des subventions pour accompagner le privé de manière à ce qu'il réduise le coût. L'État va encadrer le coût. Et ça a été dit, martelé en Conseil des ministres. Si jamais on permettait qu'on ouvre ces œuvres sociales au privé, l'État va encadrer le coût, contrôler la qualité, évaluer aussi la qualité. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Nous voulons simplement dire, vous qui avez les moyens, mettez vos moyens à la disposition de nos enfants pour qu'ils aient de bonnes conditions. Et aussi, peut-être qu'en mettant ces réformes en place, ce serait un moyen pour faire un plaidoyer vis-à-vis du chef de l'État pour qu'on améliore les bourses, aussi pour permettre aux étudiants de pouvoir tenir devant ce secteur qui sera ouvert au privé. Donc, nous sommes toujours dans cette dynamique, donner de bonnes conditions de vie aux étudiants, aux enseignants, pour assurer le bien-être de la population. Alors, Madame, il est aussi question de la professionnalisation des formations qui sont délivrées dans les universités du Bénin. Comment cela est articulé, tout ça? Oui, mais comme je vous ai dit tantôt, nous avons à peu près la moitié de l'effectif de l'UAC qui est composé des gens de la Flash. Est-ce que nous avons besoin autant de monde à la Flash? Les gens sont formés. Après, ils sont livrés au chômage. Après, ils sont livrés au chômage. C'est plus grave que si vous êtes formé au niveau secondaire, vous êtes au chômage. Vous allez jusqu'à l'enseignement supérieur et vous finissez, vous ne pouvez pas pratiquer quelque chose et vous ne pouvez pas être engagé parce que vous n'avez pas une formation qui vous donne une certaine employabilité où on peut vous prendre tout de suite. Nous avons fait aussi la réflexion, on s'est dit, trouvons d'autres moyens pour pouvoir résoudre ces problèmes de massification où tout le monde va à l'université et à la fin se retrouve sans emploi. Parmi les moyens, les outils que nous avons identifiés, c'est de créer des métiers. Nous avons, dans la dynamique de la liste de la réforme licence master, nous allons conduire le BTS vers la fin. Donc, les enfants vont composer
BTS. Ils vont composer cette année. La dernière promotion va composer l'année prochaine. Mais nous aurons mis en place le DUT, le diplôme universitaire de technologie en métier. Nous avons identifié pour le moment 8 métiers, les métiers du bâtiment, les métiers de l'agriculture, les métiers du bois, les métiers du tourisme, etc. Et nous allons identifier au fur et à mesure. Ces métiers-là vont permettre aux étudiants qui vont finir leur bac de ne pas être obligés d'aller dans une faculté et de se finir. Ils vont rentrer dans ces corps de métier, c'est une formation Bac plus 2, et dès qu'ils ont fini, ils sont directement employables, ils ont une qualification et ils peuvent être utilisés. Ça va nous permettre de résoudre ce problème de diplômés sans emploi, parce que quand vous sortez et que vous êtes mécanicien auto-professionnel, vous pouvez créer votre entreprise et vous allez commencer par exercer. Il y a tellement de voitures dans le pays, il y a peu de garagistes de qualité. Et comme vous le savez, hein, nous allons tous vous rentrer avec une panne, vous en sortez peut-être avec 10. Avec cette formation-là, les gens seront des professionnels et ils pourront nous assister, accompagner l'économie. Les métiers de l'agriculture, comme j'ai dit, l'agriculture est fondamentale, mais ce que nous formons dans nos facultés, ils ont tout ce qui concerne la théorie, mais au niveau de la pratique, il leur manque de quelque chose. Et quand je prends par exemple le métier de l'agriculture, nous allons les former au niveau Bac plus 2. Ils auront 40% de cours théoriques en première année, 60% de cours pratiques. Et la deuxième année sera totalement une année de pratique sur leur lopin de terre et on va les voir produire. Je crois que si nous formons beaucoup d'agriculteurs métiers, nous allons améliorer le niveau de productivité au niveau national. Est-ce qu'on y adhère comme à l'université, dans une faculté où on va simplement s'inscrire? Est-ce que vous allez leur faire un test, un concours avant qu'ils n'entrent dans ces écoles professionnelles que vous voulez installer? D'abord, c'est certaines séries qui vont aller vers ces métiers-là. Okay. Comme vous savez, au lycée technique, il y a des gens qui sont formés pour la menuiserie, mais qui n'ont pas leur répondant à l'université. Nous allons prendre ces gens-là et leur donner un niveau plus professionnel, puis ils puissent rentrer dans le monde, le progrès mondial. La plupart de nos formations que nous allons faire, c'est un continuum de l'enseignement secondaire. Donc, vous avez à l'agriculture, vous avez le SECU qui forme des agriculteurs niveau bac, puis ils ont un DEAT. Et ces gens-là, nous allons leur donner un peu plus de professionnalisation, un peu plus de contenance pour le niveau bac plus 2. Donc, c'est comment on va faire les sélections, comment on le fait pour les autres filières, à partir des filières identifiées pour chaque métier. Donc, ce ne sera pas un concours. Nous allons, dans un premier temps, mettre l'accent, leur donner la possibilité d'avoir la bourse pour qu'à la fin, ceux qui ne sont pas dans le système voient la praticabilité et on va attirer un peu plus de monde vers ça. Nous sommes dans un pays où nous sommes dans la première fenêtre du dividende démographique, c'est-à-dire nous avons beaucoup de jeunes, pas bien formés au niveau intellectuel, mais c'est une main-d'œuvre que nous devons utiliser. Donc, en leur donnant ces métiers-là, nous aurons de la main-d'œuvre qualifiée pour accompagner. Et c'est en accompagnant que nous allons avoir la croissance économique et nous allons former des gens de qualité, un bon niveau, et nous allons rentrer dans la deuxième fenêtre du dividende démographique. Donc, tout ce que nous faisons rentre bien, non seulement dans le PAG, rentre bien dans l'évolution démographique et rentre bien dans les nouvelles réformes au niveau mondial. Alors, Madame le ministre, quelle est aujourd'hui la qualité de la collaboration avec les responsables étudiants? C'est vrai que vous avez géré une période de tension, il y a eu la suspension des mouvements estudiantins, il y a eu cette décision de la Cour qui casse la mesure, donc on est revenu au statu quo ante. Alors, quelle est la nouvelle donne aujourd'hui sur le campus en termes d'exercices de collaboration et des mouvements estudiantins? Oh, vous savez, les étudiants, c'est mes amis, hein, même s'ils me trouvent un peu trop rigoureuse. Et c'est vrai, nous avons eu quelques mouvements. En fait, ce qui s'est passé en 2016 n'était pas contre moi. C'était un mouvement qui existait avant notre arrivée, parce que c'est les réformes LMD, ils ont demandé des choses qu'on n'a pas pu exécuter. Mais ce que je leur avais reproché en son temps, ils m'avaient donné un calendrier qu'eux-mêmes n'ont pas respecté. Mais je crois que tout ça est derrière nous. Nous avons pris la décision de suspendre les associations pour permettre aux universités de bien fonctionner, de terminer leur année scolaire 2015-2016,
bon, nous devions prendre un autre décret pour les remettre en selle, ce que nous avions dit le plus tôt possible, mais nous ne l'avons pas fait. Et pourquoi, parce que le décret tarde à sortir? Parce que la question des étudiants dépasse le milieu académique et universitaire. C'est très politique. C'est très, très, très politique. Mais on est en parfaite harmonie, je dirais. C'est vrai que ces derniers temps, ils ne m'appellent pas, sinon, même malgré la crise, on s'appelait. Et je pense que ce que nous avions voulu faire, c'est d'avoir un décret qui ne va pas à l'opposé de ce que la Cour a dit. La Cour a demandé que les étudiants reprennent leur mouvement, donc a cassé la décision de suspension. Et je pense que nous n'allons pas discourir sur ça. Nous nous inclinons devant la... Comment? On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Non, nous nous inclinons. Une mesure qui visait quand même à faire régner l'ordre et la paix sur le campus. Voilà. Nous prenons acte de la décision de la Cour. Je crois que ça a quand même été salutaire pour les autres facultés qui ont pu terminer leur année en beauté. Et nous nous inclinons devant la décision de la Cour, mais nous allons définir... des nouvelles modalités de partenariat entre ces associations que la Cour a autorisées à fonctionner et l'État et le rectorat. Donc le décret va bientôt sortir. Jusque-là, ils sont abandonnés. Les subventions que certaines structures recevaient, certaines institutions spécialisées recevaient, on a suspendu tout. Malgré la décision de la Cour, il n'y a pas une situation atténuante pour eux? Non, la Cour a dit qu'ils sont libres d'exercer. On ne leur prend pas leur liberté. Ils avaient une collaboration avec... quand vous prenez par exemple des institutions comme Le Héros, qui ont besoin de petites subventions pour pouvoir paraître, parce que c'est un journal, ils n'en bénéficient plus à cause de cette crise, parce que vous avez suspendu les organisations fêtières. Qu'est-ce que vous faites pour permettre à la libre expression de continuer par s'exprimer? C'est ce que je vous disais tantôt. La Cour a décidé qu'ils reprennent les activités. Ils reprennent les activités. Mais nous allons, à travers le décret, définir les critères de notre collaboration avec les... Voilà. Donc, pour donner une subvention, je vous donne une subvention à une personne avec qui vous avez un minimum commun. Vous ne pouvez pas donner une subvention pour que ça se retourne contre vous. Donc, nous allons définir les conditions dans lesquelles nous allons avoir un partenariat. Et s'ils rentrent dans ces conditions-là, ils auront leur subvention. Mais pour le moment, nous sommes toujours en train d'élaborer le test. C'est bouclé et dans quelques jours, ils auront tous les éléments qu'il faut pour savoir comment se comporter. Alors, Madame le ministre, vous aviez également procédé à l'évaluation du système LMD qui avait fait beaucoup de bruit en son temps avec l'invalidation de l'année académique et tout. Alors, après ce séminaire d'évaluation, quels sont les grands actes donc, de ce séminaire? Vers quoi peut-on s'acheminer aujourd'hui parlant de LMD? Non, ce séminaire d'abord a permis de mettre tout le monde au même niveau d'information parce que les compréhensions étaient diverses par rapport même à l'exécution du LMD. Comme j'avais dit dans un débat, nous avons démarré le LMD, mais tout le monde n'est pas encore vraiment dans le CCLMD. Le CCLMD nécessite aussi beaucoup de moyens, ce que nous n'avons pas totalement, parce qu'il faut un ratio d'un enseignant pour 25 étudiants. Nous sommes à un ratio de 1 pour 92 actuellement. Et je pense qu'il y a des difficultés effectivement pour la mise en œuvre du CCLMD. Ça suppose que vous suivez l'étudiant, vous faites des évaluations de façon régulière, vous donnez les notes par semestre et tous les deux, chaque semaine vous donnez les moyennes, les crédits validés et vous accompagnez l'étudiant dans les travaux pratiques, dans les travaux personnels. Et avec la massification, nous avons quelques difficultés. Donc le séminaire a permis de trouver un moyen pour conjuguer ce que devait être le CCLMD face à nos effectifs, quels sont les moyens que nous pouvons prendre pour contourner les difficultés. Donc ce système a permis de sortir quelques grandes lignes, ce que les étudiants peuvent comprendre par la mise en œuvre du CCLMD à travers le nombre de crédits, les évaluations et dans le document, nous avons produit un document synthèse que nous envisageons de mettre sous forme de plaquettes. Et les recteurs ont déjà demandé les résultats de ce séminaire. Nous leur avons transmis, mais nous allons le mettre sous forme de plaquettes pour que les étudiants soient informés de quelques notions
sur les LMD et quelques résolutions qui ont été prises pour leur faciliter la compréhension, aussi pour qu'ils sachent comment ils doivent être évalués. Parce que si on n'a pas beaucoup d'informations, on ne peut pas bien se comporter. Donc, dans quelques jours, nous allons mettre en œuvre ce chantier également pour faciliter l'information aux étudiants. À vous entendre, c'est qu'on ne remplit pas entièrement toutes les conditions pour aller au LMD. Oui, ça, il faut le dire. Ce n'est pas que le Bénin, c'est la plupart des pays de la sous-région. Parce que nous avons un problème d'insuffisance d'enseignants, d'insuffisance d'équipements, de connexions qui n'existent pas. Donc, il y a assez de difficultés pour l'exécution du 6LMD. Mais nous allons nous mettre à l'œuvre et parmi ce qui a été retenu dans le PAG, c'est la construction, l'équipement des universités. Nous avons ambition de terminer les facultés, comme vous avez vu sur le campus. Il y a 2 facultés qui sont en train, 2 amphis qui sont en train d'être terminés, R+2. Il y en a aussi à Parakou. Nous avons terminé R+1 aussi à Parakou pour permettre d'avoir moins d'étudiants par groupe pédagogique. Mais de cette manière-là, est-ce que ça ne jette pas l'hypothèque sur la validité, la qualité des curricula en termes de formation et même des diplômes? Oui, c'est vrai que lorsque vous n'avez pas tous les moyens, ça a un impact sur la qualité. Mais nous faisons au mieux. On fait un peu la politique de nos moyens, mais tout en sachant que dans un avenir très proche, nous allons améliorer les conditions. Et vous avez bien fait de souligner la qualité. Et par rapport à l'évaluation de la qualité, dans le PAG, nous pensons mettre en place l'Agence pour la qualité et l'évaluation. Si cette agence est mise en place, nous aurons moins de difficultés à gérer ces insuffisances-là, parce que c'est une agence qui sera mise en place accompagnée des structures pédagogiques qui existent actuellement dans les entités pour que l'on puisse évaluer les curricula de formation, le profil des enseignants. Ça va avoir un impact sur les produits que nous formons. Et je pense que, comme la plupart des pays de la sous-région rentrent dans cette dynamique, le Bénin ne va pas échapper à ça. Nous allons mettre en place l'Agence pour la qualité et l'évaluation. Les réflexions sont en cours. Actuellement, nous avons une direction qualité et évaluation qui va réfléchir, concevoir les éléments de l'agence pour que cette agence soit effective en 2018. Alors, Madame le ministre, quelques jours encore nous séparent de l'organisation du baccalauréat. Quelles sont aujourd'hui les mesures prises ou du moins les dispositions mises en place pour sécuriser davantage cet examen? Nous sommes à la phase de la collecte des épreuves, de la phase, j'appelle ça chambre noire, multiplication des épreuves, et les équipes sont en train d'être mises en place, les arrêtés sont en train d'être pris pour tout ce qui est les surveillants, les équipes de correction, tout est en train d'être mis en place. Je crois qu'au niveau de l'Office du bac, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes. Notre pays est cité comme modèle dans la sous-région et les autres pays viennent apprendre de nous. Donc, à ce niveau, tout est sécurisé. Je pense que nous avons la meilleure structure de bac de la sous-région. La dernière fois, ça ne fait pas un mois, nous avons reçu le Sénégal qui voulait s'enquérir de ce que nous faisons pour pouvoir servir de modèle dans leur pays. Donc, nous devons être fiers de notre office du bac et nous devons encourager tous les acteurs qui sont à ce niveau-là. C'est-à-dire que ceux qui passent par le bac chez nous ont forcément le niveau, ont forcément les capacités, si c'est bien organisé, tel que vous le dites, mais malheureusement, après le bac, la suite est un calvaire. Il faut le solutionner, ce calvaire. Oui, c'est pour ça que nous avons mis en place nos réformes, le corps des métiers. En 5 ans, on aura les résultats. Et si tout va bien, dans 2 ans, nous aurons les résultats. D'accord. Alors, Madame le ministre, que retenir de cette réforme, la dématérialisation de la gestion des concours et des examens? Justement, il dit, est-ce que nous voulons organiser les examens dans la grande transparence? C'est-à-dire les étudiants composent, c'est enregistré, saisi automatiquement à ordinateur. Nous avons fait l'exercice lorsque nous avons sélectionné les candidats
qui devaient aller dans l'Institut national supérieur des classes préparatoires en cycle d'ingénierie, qui est une école rattachée à l'UNSTEAM. Nous avons fait pratiquer la dématérialisation des examens, c'est-à-dire il y a un logiciel qui est conçu. Dès que l'étudiant finit de composer, on saisit la note et la dérivation peut être faite dans 48 heures. Donc tout le processus manuel est évité et ça nous permet d'avoir une certaine célérité et une certaine transparence. Transparence, parce que plus les copies durent, plus on peut avoir quelques ajustements par rapport aux parents. Donc, nous envisageons vraiment de rendre nos examens très modernes. Et comme vous avez bien écouté, l'Office du bac a accompagné l'examen qui s'est fait au niveau du ministère du Travail et vous avez vu la qualité des résultats. Donc, nous allons décerner satisfaction à tout ce monde, à tous les acteurs de l'Office du bac et nous les encourageons à faire mieux. Alors, la question, donc, le Conseil national de l'éducation, on s'achemine vers une refonte ou bien il va y avoir quelques changements juste au niveau de ce Conseil? Non, le Conseil national sera refondu et nous avons l'habitude de dire Conseil national nouveau départ parce que c'est une autre vision qui a été attribuée au Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation est appelé à réorganiser, à coordonner les 3 ordres d'enseignement, le niveau maternel, primaire, secondaire, technique, formation professionnelle et l'enseignement supérieur. C'est ce Conseil national qui va veiller au respect des textes de tout ce qui concerne le système éducatif, respect de la politique de l'éducation, respect des dispositions quant à ce qui concerne les mutations, les affectations et également veiller à ce qu'il y ait une bonne utilisation des fonds mis à la disposition du système éducatif parce que ce qui se passe actuellement, c'est que tous les ministères ont des budgets, mais on ne fait pas un continuum entre les 3 heures d'enseignement parce que si nous voulons un produit, nous devons regarder le produit depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire nous devons regarder les cohortes que nous avons mises en place depuis le niveau primaire et voir quel est le produit final, quelle est l'efficacité que nous avons au niveau interne et quelle est l'efficacité externe. Mais actuellement, nous ne pouvons pas le faire. Mais à travers le Conseil national de l'éducation qui va mettre tout le monde ensemble, faire une synergie entre les 3 heures d'enseignement et utiliser mieux les ressources par rapport à chaque pan du système éducatif. Les dispositions sont en train d'être prises, le travail a été fait, le rapport sera déposé bientôt parce que nous souhaitons, comme le chef de l'État aussi le souhaite, que ce Conseil national de l'éducation soit installé avant la rentrée 2017-2018 pour pouvoir commencer à faire le vrai travail qu'il faut au niveau du système éducatif. C'est quoi la conséquence d'un tel conseil? Est-ce que les ministères disparaissent? Les ministères ne vont pas disparaître. Mais lorsque nous aurons fait l'essentiel, lorsque nous aurons fait la synergie, lorsque nous aurons réussi à suivre les cohortes depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, les ministères peuvent disparaître et devenir l'éducation nationale. Et ce serait bien pour notre pays parce que ça permet de faire une utilisation rationnelle des fonds avec un suivi depuis la base jusqu'au sommet. Et ce Conseil national va être à l'origine de beaucoup de réformes. Si le Conseil national existait, la réforme, peut-être la réforme de la carte universitaire serait peut-être portée par le Conseil national de l'éducation. Puisque ça n'existait pas, nous avons dû porter cette réforme-là avec tout ce que ça nous a coûté. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour la cause du pays, donc il n'y a pas de problème. Alors, Madame le ministre, le Bénin va abriter dans les prochaines semaines une réunion du CAMES. C'est vrai, tout le monde se réfère au CAMES et autres. Est-ce que cette réunion est une reconnaissance de la qualité de ce qui se fait ici au Bénin, ou bien c'est juste une rencontre statutaire? Non, ce n'est pas une rencontre statutaire, mais c'est une rencontre tournante dans les pays membres de l'espace CAMES. Le Bénin l'a abrité, je crois, en 2004. Maintenant, on l'abrite à nouveau en juillet 2017. Et nous aurons tous les pays de l'espace CAMES avec les pays qui nous accompagnent, la France, le Canada, vont être ici pour définir pour les promotions qui seront faites. Et je crois qu'il doit y avoir à peu près 1500 dossiers qui seront étudiés
à travers les différents comités, éducation, sciences, économie, FASEG, gestion, toutes ces commissions-là vont étudier les dossiers pour la promotion des enseignants. Ce n'est pas une reconnaissance particulière, mais je pense que ça rentre dans le cours normal de l'exercice du CAMES. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'avant le CCI, le Comité consultatif interafricain, nous avons déjà abrité le CCJ, le Conseil consultatif général du CAMES, en mars, et qui a mis tous les recteurs ensemble pour réfléchir à la session qui va suivre en juillet. Et je pense que le Bénin a joué sa partition. Tous ceux qui étaient là étaient contents. Donc, ça nous a permis, ils sont contents de venir au Bénin à nouveau pour faire le CCI. Qu'est-ce qu'on en tire quand on organise de telles rencontres dans un pays? Le Bénin, il gagne quoi? Le Bénin il gagne une autorité sur la place internationale. Ça veut dire que nous faisons partie d'un espace au niveau du système éducatif qui fait la promotion des enseignants, parce que si vous n'êtes pas dans un espace pareil, vous ne pouvez pas avoir la validité de vos enseignants à l'extérieur. Dans l'espace CAMES, lorsque vous avez les grades selon les normes CAMES, vous êtes maître assistant du CAMES, vous êtes maître de conf du CAMES, vous êtes agrégé du CAMES. Ça veut dire que dans tout l'espace, vous pouvez être connu, vous pouvez valider, vous pouvez faire des cours, vous êtes connu au même titre que vous êtes dans votre pays. Donc ça permet de mettre à la disposition de l'Afrique et des pays malgaches la compétence nationale qui ne manque pas, et ça rehausse l'image du pays par rapport à l'enseignement supérieur et à la recherche. Parce que pour être promu, il faut faire de la recherche. Donc c'est aussi à travers ces promotions, ça montre que les enseignants de chaque pays membre participent à la recherche. Et comme j'ai dit, la recherche accompagne le développement et ne devrait pas être du reste. Et lorsque vous lisez bien le PAG, beaucoup de fonds seront mis à la disposition de la recherche pour que la recherche joue sa partition au niveau du développement. Alors, Madame le ministre, vous inspirez pour vos étudiants et les gens qui sont proches la rigueur et la fermeté. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir le même retour par rapport à votre nouvel environnement au ministère politique et tout? Bon, je ne sais pas si la rigueur doit gêner. La rigueur, c'est le respect des principes. Alors, quand quelqu'un n'est pas rigoureux, ça veut dire que la personne ne peut pas respecter les normes et textes établis en République du Bénin. Donc, pour moi, la rigueur devrait être le maître mot de tout le monde. Et quelqu'un qui n'est pas rigoureux, pour moi, me crée un petit problème. Mais je pense que les gens ont fini par me connaître. Et bon, c'est mon mode de fonctionnement et ils m'acceptent comme ça. Votre mot de la fin, on est quasiment au terme de cette émission. Bon, je voudrais dire d'abord aux parents d'élèves qui investissent dans la formation de leurs enfants que toutes les réformes qui sont mises en œuvre, aussi bien au niveau des épaisses, au niveau des bourses, au niveau de l'accès au privé dans les œuvres sociales, c'est pour donner de meilleures conditions de vie et de travail pour les étudiants et pour les enseignants. Donc, les parents d'élèves, ils n'ont qu'à avoir confiance au ministère. Lorsqu'ils vont investir de l'argent dans leurs enfants, ces enfants qui constituent le capital humain, nous allons tout faire pour que ces enfants soient de qualité, de bonne qualité. À travers toutes ces réformes, c'est l'étudiant, c'est la génération future qui est visée. Nous allons dire aux étudiants que tout ce qui est fait pour leur bien. Tout ce qui est fait pour qu'ils sortent et qu'ils redorent le blason de notre pays qui est connu pour être un pays quartier latin de l'Afrique. Tout ce qui est fait, c'est pour qu'ils aient une bonne éducation. Et je voudrais leur dire qu'ils ne se fassent pas manipuler, qu'ils ne se fassent pas désorienter. Et tout ce qu'on fait, c'est pour leur bonheur. Nous n'avons plus rien à faire. Nous sommes pratiquement sur la pente descendante, mais le développement du pays revient à la génération future, au capital humain productif. Et lorsque nous aurons fait tout ça,
Nous avons révélé le monde, le Bénin au monde. Nous aurons un Bénin grand, respecté dans le monde, adulé par le monde entier, à travers ces hommes, à travers la qualité de ces hommes. Et ça va agir et nécessairement sur la croissance économique et nous allons lutter contre la pauvreté. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre la pauvreté si vous ne pouvez pas avoir un niveau de productivité qui vous permet d'avoir de la croissance. Et la croissance est créée par l'homme. C'est pour ça que dans les théories économiques, le capital humain est très important. Et tout ce que nous faisons, c'est pour le capital humain productif de qualité. Merci, Madame Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, qui était notre invitée sur le plateau de Bénin Révélé. Elle est venue donc nous parler de ce qu'elle a pu faire depuis un an et surtout des grandes réalisations du programme d'action du gouvernement. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Imran Issifou de Canal 3, merci et à très bientôt.